Il y a eu des fouilles qui ont été faites qui montrent qu'il y avait un chef gallo-romain qui habitait ici et que c'était Bellon était sans doute une villa gallo-romaine. Il y en avait une en amont de la rivière et qui était au château de la Porte-Neuve. Et les Romains étaient des grands amateurs d'huîtres et ils s'installaient souvent à côté d'endroits où il y avait des bancs d'huîtres naturels. Dans le manoir, dans le château de Bellon ici, il y avait déjà une tradition d'envoyer des huîtres à Paris, mais c'était des cadeaux pour remercier des gens parce que la famille ici habitait Paris, etc. et tout. Et donc c'était pour des remerciements. Et on a des lettres qui montrent que les gens appréciaient beaucoup les huîtres d'ici. On a une lettre où on dit qu'on les a fait goûter à Talleyrand, qui était un fin palais, comme c'est bien connu. Et alors, certainement, c'était dû au mélange d'eau douce et d'eau de mer, plus le fer là, qui se jette à travers le sous-sol ferreux ici, les sources qui se jettent dans la rivière, et donc qui donne ce goût très raffiné aux huîtres. Du temps de Napoléon III, toute la population allait avec des chars à bœufs, tout ça, pêcher des huîtres qui étaient après envoyées à Paris. Mais en fait, les bancs d'huîtres se sont épuisés. On a cherché à comment est-ce qu'on pourrait peut-être cultiver des huîtres. Alors il y avait déjà des gens qui, au XVIe, XVIIe, avaient observé qu'il y avait des genres de larves, quelque chose qui se passait dans les huîtres. On ne savait pas exactement comment ça se reproduisait. Et le premier qui a vraiment trouvé ça, c'est le professeur Victor Kost, qui a obtenu des fonds de Napoléon III pour créer un premier laboratoire de biologie marine à Concarneau, juste à côté d'ici, sous l'égide du Collège de France. Et à Concarneau et à Fouesnant, il a fait des essais avec des fagots d'ajoncs et ça a marché, quoi. Il a réussi à faire des captages de larves d'huîtres. Et à partir de là, ils se sont dit on pourrait peut-être essayer de cultiver des huîtres. Et c'est là qu'est née la notion de parc à huîtres, quoi. Ils se sont connus, le professeur Victor Kost, avec mon arrière-grand-père et son beau-frère. Il a appris justement qu'il y avait en rivière de Bellon cette tradition d'envoyer des huîtres, etc. Toute la fin du 19e, il y a eu une série de fermes dans toute la Bretagne. Il s'est mis à se créer énormément de petites entreprises d'huîtres. Ces petites maisons, elles étaient directement en lien avec les bassins en bas. Directement, on prenait les huîtres dans les bassins à la côte et on les emmenait là. Et il y avait des équipes comme ça qui travaillaient. Il y avait 4-5 personnes, pas plus, qui travaillaient. En plus, ça inondait de lumière, le magasin à huîtres, etc. Il y avait toute une ambiance qui se créait là. Puis le soir, je vous dis, il y avait le petit feu de bois dans la cheminée. On n'a pas voulu transformer ça. Au contraire, on l'a restauré. Alors nous c'est vraiment petit, mais on fait une quinzaine de tonnes d'huîtres en creuse, une quinzaine de tonnes en plate. On fait du grossissement complet, on fait de l'affinage, on fait du demi-élevage. C'est quand les huîtres arrivent et on va commencer à noter tout le travail que l'on fait sur le lot. Là, on va noter si on enlève les algues qui ont beaucoup poussé sur les parcs, si on retourne les poches, si on secoue les huîtres pour casser la pousse, parce que les huîtres, donc, elles font beaucoup de pousses, de croissance. Actuellement, on évite de trop bouger les huîtres, trop les secouer, parce qu'avec la chaleur, les huîtres sont beaucoup plus fragiles. Donc, certaines poches n'ont été que retournées délicatement. C'est un élevage à plat sur table ostréicole qui comporte 5 poches par table. Là, les huîtres, elles sont arrivées toutes petites, à taille de naissin de 8-10 mm. Et du coup, on les a mis en poche avec un maillage très fin. Donc les huîtres, on voit bien qu'elles ont grossi, pas de façon uniforme, mais on voit qu'elles ont pris quelques centimètres. Elles ont pris énormément de pouces. Donc du coup, il faut diviser les poches et mettre dans un maillage plus large, comme du 9 mm. Ça, les huîtres, elles ont de la place pour grossir
et prendre leur nourriture, puisque l'huître à l'intérieur de sa coquille, elle a des millions de petits cils. Elle va le filtrer, le phytoplancton, donc quand c'est marée haute ici, et elles vont prendre leur oxygène. Et là on voit qu'il y a beaucoup de pertes dans les lots par rapport à la chaleur. Donc il y a une prolifération d'algues, et quand il fait trop chaud, et plus là il y a eu de la tempête, donc ça donne beaucoup de mortalité. Pour s'affranchir d'un certain nombre de ces qualités des eaux qui peuvent être pas optimales, il y a une grande technique qui consiste à avoir fait fabriquer aux ostréiculteurs des bassins d'eau de mer à terre. Et on fait pomper de l'eau aux grandes marées, ou en marée haute, et puis une fois que cette eau de mer est dans le bassin, un des grands traitements, c'est de forcer en oxygène l'eau. Et du coup, le fait de brasser avec de l'oxygène, ça purifie l'eau. Tous les 10 grammes, on va augmenter de numéro en numéro. Les huîtres que les gens connaissent souvent, on va arriver sur une huître moyenne de 50 grammes qui est de la numéro 3. Et puis après, il y a aussi les amateurs de plus grosses huîtres. On va montrer sur de la 0, voire même de la triple 0. On dit que l'huître de Bellon a un goût de noisette, qu'on ressent plus quand l'huître va se reposer un petit peu en bourriche, que si elle est consommée tout de suite à la sortie de l'eau, où elle va vous sembler plus ferrugineuse, plus iodée, plus forte en goût. Et tout au long de l'année, c'est vrai que le goût va changer. Il y a des moments où l'huître va être un peu plus douce, puisqu'il y a plus d'apport aussi de pluie. Deux espèces d'huîtres différentes. L'huître plate qui a une forme ronde, et souvent elle est peu profonde. Au niveau de l'huître creuse, elle a une forme plus allongée, une forme oblongue, et elle est plus en profondeur. Les formes diffèrent selon les régions. Au niveau de l'huître plate, elle est plus fine en texture, plus iodée, plus ferme en chair. Quand on a de l'huître plate, l'huître creuse dans son assiette, il vaut mieux goûter une ou deux huîtres plates avant la creuse par rapport à la finesse de l'huître plate. On met son pouce à 1 cm du bout de la lame pour bloquer la lame, et l'huître plate, elle s'ouvre à la charnière. Parce que le muscle de l'huître plate est devant ici, il est plus proche du talon. Donc je glisse doucement la lame et je vais vers la coquille supérieure, je fais levier, je mets ma lame au niveau de la coquille supérieure et je détache au niveau du muscle adducteur, comme ça j'ai mon huître en entier. Deux méthodes pour ouvrir l'huître creuse, soit on l'ouvre comme l'huître plate au talon, mais parfois on fait levier et du coup on casse au niveau de la coquille arrière, soit on l'ouvre sur le côté puisque le muscle adducteur est à ce niveau-ci. Donc si je trouve bien le point, ça demande un peu moins de force pour l'ouvrir. Du coup, ça nécessite moins d'effort. La vraie bourriche, c'est la bourriche ronde. Et ça a bien une raison pour laquelle, c'est que la surface d'échange idéale, d'échange de température, c'est la surface ronde. Parce que c'est ça qui a le moins de surface d'échange. L'huître, comme je vous disais, c'est la seule conserve vivante. En plus, on fait partie du réseau qui s'appelle Bienvenue à la ferme, qui sont les agriculteurs qui vendent en direct. Et nous sommes ferme ostréicole de découverte. Quand est-ce qu'on mange des huîtres? Ou plutôt quand est-ce qu'on n'en mange pas? Dans les mois en R. Les mois sans air. On ne mange pas d'huîtres. Bah, ça vient de là. Louis XV, il envoyait des personnes regarder sur la côte. Ils vont aller sur la côte, regarder comment vit l'huître. Et ils vont se rendre compte que pendant les mois sans air, les huîtres, elles se reproduisent. Donc Louis XV, il va se dire, bah, si je veux avoir des huîtres, pendant les mois sans air, on arrête d'en manger. C'est ça. Comme ça, elles ont le temps de faire des bébés huîtres. Les bébés huîtres, elles vont grandir. Et du coup, j'aurai des huîtres à manger. Les huîtres qui sont faites en pleine mer sont assez salées,
Tandis qu'ici, il y a ces huîtres, ce mélange d'eau douce et d'eau de mer, qui fait qu'il y a un goût qui ressort, un goût de palourde un peu, qui ressort au-delà du sel, quoi. Et qui est du coup très rémanent en bouche, quoi. Il y a plusieurs goûts. Il y a un premier goût quand on juste on la met en bouche, un deuxième goût quand on la croque, un troisième goût quand on l'avale, ou un troisième ou quatrième, qui vous reste après en bouche après, quoi. C'est notre avantage à nous, mais on ne peut pas en faire beaucoup. C'est ça, pour la façon traditionnelle, on ne peut pas en faire beaucoup. Et ici, il y a une impression de liberté. Les gens arrivent, on n'a pas mis des grillages dans tous les sens. Encore l'autre jour, les gens me disaient, on arrive là, ici, mais on a l'impression de se retrouver comme il y a 100 ans ou 200 ans. Tout est calme, il n'y a pas trop de circulation. Là où on parle en ce moment, où on a une petite dégustation, les peintres venaient beaucoup ici, et pour traverser le bras de mer ici, il y avait des chevaux qui tiraient une plateforme, un bac, et en entendant le bac, les peintres peignaient beaucoup ici. Quand Gauguin est arrivé à Pont-Aven, c'était après la dernière exposition des impressionnistes, donc il n'est plus du tout dans cet esprit-là, et pour lui le paysage, c'est les gens. D'ailleurs, il reviendra toujours. Il vient une première fois en 1886, il retourne à Paris, il revient en 88, puis il revient même après Tahiti en 94. Pour le Parisien qui était quand même un jeune banquier qui a commencé à réussir à Paris, là il vient, c'est quand même quasiment aussi exotique que ce qu'il va trouver ensuite à Tahiti, hein, parce que c'est quand même un autre monde, et c'est ça qui lui l'attire. Il y a le côté historique, il y a le côté culturel, il y a le côté biodiversité, etc. On a la chance d'avoir une famille qui a conscience en fait de la beauté de ce site et qui a une volonté de garder tout ce site préservé. On arrive maintenant à un moment, surtout où on vient d'être mis maintenant monument historique, il y a 2 ans, il y a une reconnaissance publique. Donc on pense que maintenant le site est à peu près sauvé.